Bonjour, nous allons aujourd'hui passer à la couleur. Donc jusqu'à présent, nous avions vu le signal noir et blanc, donc l'image est décomposée en lignes, et la luminosité de cette ligne est traduite en courant électrique. Et donc la tension électrique est proportionnelle à la luminosité de chaque point. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la luminance. C'est un signal pardon, en noir et blanc. Vers 1958, je dirais aux États-Unis, on passe à la couleur. Le système choisi est la trichromie additive. Si on illumine un écran blanc au moyen de 3 projecteurs respectivement rouge, vert et bleu, on obtient au centre du blanc. Donc rouge plus vert plus bleu donne du blanc. À la périphérie, 3 taches, celles des primaires, bleu, vert, rouge, plus rouge plus bleu qui donne le magenta, bleu plus vert qui donne le cyan, vert plus rouge qui donne le jaune. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil humain n'est pas sensible de la même façon à toutes les couleurs. En fait, votre œil est beaucoup plus sensible au vert, un peu moins au rouge et beaucoup moins au bleu. Donc, une courbe qui a été établie par la Commission internationale de l'éclairage en 1924 pour l'observateur moyen, qui donne ceci, donc sensibilité relative en verticale, longueur d'onde en horizontale, donc longueur d'onde de la lumière. Donc vous voyez que vous êtes beaucoup plus sensible au vert, moins au rouge et encore moins au bleu. Et donc la CIE a établi la relation fondamentale pour la télévision qui est que Y, autrement dit la luminance, est égale à 30% de rouge, plus 59% de vert, plus 11% de bleu. Donc Y est ce qu'on appelle la luminance, c'est en fait le signal noir et blanc. Donc si vous mélangez des couleurs dans cette proportion, vous allez obtenir un signal de type noir et blanc, Y. Pour les 3 primaires rouge, vert, bleu, ce ne sont pas 3 rouge, vert, bleu au hasard, en fait ce sont 3 longueurs d'onde très précises. 700 nanomètres pour le rouge, 546,1 nanomètres pour le vert, et 435,8 nanomètres pour le bleu. Vous avez ici en fait tout le processus que nous allons étudier petit morceau par petit morceau. Première chose, vous êtes donc ici dans la caméra, vous avez d'abord des capteurs. En télévision, on travaille en trichromie donc additive avec 3 capteurs. Un capteur pour le rouge, un capteur pour le vert et un capteur pour le bleu. Le rôle du capteur en question, donc à l'époque c'était des tubes, actuellement ce sont plutôt des CCD voire des CMOS. Le but est de transformer la lumière en signal électrique. Et donc derrière l'objectif, vous avez avant le capteur un éclateur optique que vous avez ici. L'éclateur optique en fait va séparer la couleur en vert, rouge et bleu. Ensuite, vous avez un capteur pour le bleu, un capteur pour le vert, un capteur pour le rouge. Vous avez ici en fait une pièce qui est donc cet éclateur optique sur lequel viennent se fixer les 3 capteurs. Vous avez ici une tête de caméra, donc normalement l'objectif vient se placer ici. Derrière, vous voyez que vous avez cette pièce qui est donc l'éclateur optique, qui va séparer votre image en rouge, vert et bleu. Sur cet éclateur vient se mettre le capteur dessus. Nous nous trouvons donc ici. Vous avez donc ici rouge, vert, bleu, signal électrique. Et ensuite la correction de gamma.
Correction de gamma en fait a été imposée à cause des tubes cathodiques, les tubes CRT. Le problème, c'est qu'on a une restitution sombre et contrastée des images sur les postes de télévision. En fait, la luminosité émise par les luminophores d'un tube cathodique, donc c'est du phosphore, n'est pas proportionnelle à la tension électrique appliquée au tube. Donc si une tension de 1 volt donne la luminance maximum de 100, une moyenne de 0,5 ne donnera pas 50%, mais plutôt 20%. C'est ce qu'on voit ici donc. Une courbe de gamma d'un tube cathodique donne ceci. Donc en vertical, vous avez la luminosité affichée. En horizontal, vous avez le voltage appliqué. Vous remarquerez que si vous augmentez le voltage en faible proportion jusque par exemple 0,2, eh bien, vous aurez pratiquement rien en luminosité. Il faut monter beaucoup plus haut pour obtenir une proportionnelle. Ce qui vous donne en fait une image dans laquelle, par exemple ici, vous voyez que vos 3 premières barres vous apparaissent noires. Alors qu'un gamma normal doit vous donner du noir, du gris foncé, du gris plus clair et ainsi de suite. Pour corriger ceci, en fait, ce qu'on fait, c'est corriger à l'envoi. Donc, dans votre caméra, on met une courbe de gamma inverse. Donc, on envoie ce signal, qui serait un signal, si on le voyait, délavé, mais ce signal diffusé sur un tube CRT qui a cette courbe de gamma vous donne une parfaite proportionnelle. Et donc, vous avez un gamma corrigé. Et donc, par convention, on dit que R, VB, rouge, vert, bleu, deviennent R', B', V'. Donc, vous êtes ici. Vous avez eu un éclateur optique, 3 capteurs, 3 signaux électriques correspondant au rouge, au vert, au bleu. À chacun, on applique une correction de gamma. Sort R', V', V'. Nous allons rentrer ensuite dans ce qu'on appelle le matrissage. Le problème est que vous allez rajouter de la couleur, mais que vous devez rester compatible avec le noir et blanc. Donc le système doit être compatible et il doit aussi être rétrocompatible. Donc en gros, les émissions en couleur doivent être reçues en noir et blanc sur des téléviseurs noir et blanc. Donc on émet en couleur, mais on doit pouvoir voir l'image sur un téléviseur noir et blanc. Et le système doit être rétrocompatible. Les émissions en noir et blanc doivent être reçues en noir et blanc sur un téléviseur couleur. Ce qui veut dire que les informations de chrominance doivent s'annuler lors d'une analyse d'une image noir et blanc. Pour ça, on va utiliser R-Y, B-Y et V-Y. Rappelons-le, Y est la luminance. Donc on fait rouge moins luminance, bleu moins luminance, vert moins luminance. Pour une image noir et blanc, qu'est-ce qu'on a? On a rouge égale vert égale bleu, compris entre 0 le noir et 1 le blanc. Pour une image blanche, on a donc rouge égale vert égale bleu égale 1. Donc Y égale 1, la luminance. Donc R moins Y égale 0, B moins Y égale 0 et V moins Y égale 0. Le raisonnement est valable pour le noir et tous les niveaux de gris. Revenons à ça. Donc, je disais, ici vous avez vos signaux, rouge, vert, bleu. Pour faire un signal de type barre couleur, noir, bleu foncé, rouge et ainsi de suite jusqu'au blanc, vous additionnez à chaque fois dans un rapport de 1. Donc pour faire du noir, c'est quoi? Bleu à 0, rouge à 0, vert à 0. Pour faire du bleu, bleu à 1, rouge à 0, vert à 0. Pour faire du rouge, bleu à 0, rouge à 1, vert à 0. Et ainsi de suite. Pour faire le jaune, par exemple, vous avez bleu à 0, rouge à 1, vert à 1. Pour faire du blanc, bleu à 1, rouge à 1, vert à 1. Autrement dit, à leur maximum. Si on se base sur cette équation qu'on a vue tout à l'heure, Y, la luminance, est égale à
Ici, c'est un peu plus précis que les chiffres de tout à l'heure, mais on peut arrondir. 0,3 de rouge, plus 0,59 de vert, plus 0,11 de bleu. Vous arrivez en fait à ceci. R fait R. Le bleu, le rouge et le vert sont égaux à 0. Donc 0 plus 0 plus 0, Y égale 0, ce qui vous fait le noir. Le bleu est à 1, les deux autres sont à 0. Ça vous fait quoi? 0, 0 plus 0, 114 fois 1, ce qui fait 0 fois 114. Vous vous trouvez donc ici pour un gris foncé, qui correspond en fait à du bleu. Et vous pourrez répercuter le calcul pour chaque étape. Donc si on reprend le jaune, bleu 0, rouge 1, vert 1, ça vous fait quoi? Ça vous fait 0,299 plus 0,58, ce qui fait 0,886. Donc si je reviens en arrière, si j'utilise R-Y, B-Y, V-Y, si vous avez un signal noir et blanc, ça veut dire que le rouge égale le vert égale le bleu. Ils sont égaux entre eux, compris entre 0 et 1. Donc, si vous faites R-Y, B-Y, V-Y, ils s'annulent tous les trois. Et donc, c'est bien ce qu'on voulait au départ, c'est qu'on veut que les informations de chrominance s'annulent lors de l'analyse d'une image noir et blanc. C'est ce qu'on appelle un signal de type composant. Vous avez ici le B-Y et le R-Y, fonctionnant de la même façon. Oups. Si je fais B-Y pour le noir, j'avais quoi? B vaut 0, Y vaut 0, B-Y vaut 0. Si le bleu est à 1, le rouge est à 0, le vert est à 1, vous avez quoi là-dedans? Y vaut 0,114, B 1 moins 0,114, 0,886. Et ainsi de suite pour chaque palier. Même chose pour R-Y. Mais remarquez une chose, si c'est 0, ils sont tous les trois à 0. Donc si c'est noir, je veux dire, ils sont tous les trois à 0. Si c'est blanc, ils sont tous les trois à 1. Si c'était un gris, ils seraient tous les trois, admettons, à 0,5. Ils sont donc bien égaux entre eux. C'est pour ça que si on analyse une image noir et blanc, ce qui n'est pas le cas ici, vous êtes sur une image couleur, si vous analysez une image noir et blanc, vos composantes colorimétriques B-Y, R-Y, V-Y s'annulent. Elles valent 0, une ligne droite. Encore un détail qui était ici. Il n'est pas nécessaire de transmettre les trois signaux, si on connaît leur somme et leur différence. Vous connaissez Y, vous connaissez R-Y, B-Y. Il n'est donc pas nécessaire d'envoyer aussi V-Y. On peut le retrouver par équation. On choisit donc R-Y et B-Y, car leurs différences sont les plus importantes et donnent les informations maximales. Logique, puisque le vert fait 59% de Y, sa soustraction donne le résultat le plus faible. Or, on va privilégier les informations maximales. Donc, vous avez ici le tableau complet. Donc, je vais bien parler ici d'analyse d'images noir et blanc. Après matrissage, R', B', V' deviennent R' moins Y', B' moins Y' et Y', qui est égal toujours à la même équation. Dans la littérature française, R-Y et B-Y peuvent aussi s'appeler DB et DR. Différence rouge, différence bleue. Vous êtes donc ici, matrissage. À la sortie de ce matrissage, vous avez donc Y, la luminance, qui est donc le signal noir et blanc, plus deux signaux de chrominance, DB-DR ou R-Y, B-Y. Donc, trois signaux.
C'est ce qu'on appelle un signal de type composant. Donc jusque-là, nous sommes compatibles et rétrocompatibles. Compatibles puisque vous avez Y qui est la luminance et qui peut donc être lu sur un téléviseur noir et blanc. Si vous rajoutez dB, dr, les composantes de chrominance, vous pourrez lire le signal sur un écran couleur. La seule chose qui manque en fait, c'est que nous ne sommes pas compatibles point de vue bande passante et point de vue signal. Donc une chose qu'il faut comprendre, en 58 sort la couleur. Il est totalement hors de question de changer tous les émetteurs du pays. Donc le signal noir et blanc et le signal couleur doivent avoir la même bande passante. De plus, le signal noir et blanc, c'est un signal. Le signal composant que l'on voit ici, c'est 3 signaux. Donc le but maintenant va être de rendre le signal couleur assez petit pour entrer dans la bande passante d'un signal noir et blanc. Et deuxièmement, de mélanger Y, R-Y, B-Y dans un seul signal. Première chose, limitation de la bande passante. Donc on va essayer de gagner de la place. On constate qu'une image très fine en noir et blanc peut être coloriée avec des touches colorées assez grossières. Les informations de chrominance ne doivent donc pas être transmises avec une bande passante large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre œil n'est pas sensible aux détails fins en couleur. C'est une histoire de bâtonnets et de cônes. En fait, celui qui détecte le noir et blanc a une très bonne résolution. Celui qui détecte la couleur a une très mauvaise résolution. Donc vous pouvez vous contenter d'envoyer quelque chose d'assez grossier en couleur et finement détaillé en noir et blanc. Et donc les deux composantes de chrominance vont passer par un filtre passe-bas qui va limiter leur bande passante à 1,5 mégas chacun. Donc pour rappel, la bande passante d'un signal vidéo était de 5,5 mégas. La couleur, on va la limiter à 1,5. La luminance, on va la garder à 5,5. Et ensuite, on leur affecte un coefficient de pondération de 0,9 pour R-Y et de 0,5 pour B-Y. Donc ici, on va jouer sur leur voltage. Donc on obtient après ceci un signal de type composant. Bande passante Y 5,5 mégas, bon j'ai écrit 5, R-Y 1,5 mégas, B-Y 1,5 mégas. Ce qui fait que si vous additionnez le tout, vous êtes toujours à 8 mégas. Autrement dit, c'est beaucoup trop pour la bande passante d'un signal noir et blanc. Or, on doit réutiliser les émetteurs. Donc il va falloir faire passer ces 8 mégas dans un 5 mégas. Vous trouvez donc ici limitation de bande passante. Arrive une partie un peu plus compliquée. La modulation de la sous-porteuse. Déjà le nom fait peur. Donc, comme je vous le disais, nous avons actuellement 3 signaux. Et il ne doit plus en avoir qu'un à la fin du processus. Un qui contient les 3. Donc la difficulté va consister à combiner la luminance Y et la chrominance R-Y et B-Y dans un canal vidéo large de 6,5 mégas en théorie, en pratique 5,5. Les deux informations de chrominance seront transmises simultanément par la modulation d'amplitude en quadrature de phase d'une sous-porteuse par les signaux R-Y et B-Y. Je vais vous expliquer tout ça. Restez calme. Avant d'en venir à l'explication de la modulation en couleur vidéo, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la modulation. C'est quelque chose que vous utilisez tous, en tout cas si vous écoutez la radio. Sur la radio que vous avez ici, vous voyez que vous êtes sur une fréquence de 103,2 MHz. Sur celle qui est derrière moi, là, vous êtes sur 99,1 MHz.
Vous savez tous que lorsque vous changez de fréquence, vous changez de poste de radio. Vous captez une station différente. Donc ça veut dire que sur une fréquence unique, ici 103.2, vous allez capter de la musique, des paroles, autrement dit une gamme de fréquences. En général, une gamme de fréquences audibles qui va de 0 à 22 kg. Donc toute la gamme audible, 0 à 22 kg, et vous captez ça sur une fréquence unique de 103.2, dans ce cas-ci 99.1 chez moi. Le but de la modulation, donc, c'est de translater le spectre d'un signal basse fréquence, donc dans ce cas-ci 0 à 22 kHz, vers les hautes fréquences, dans ce cas-ci 103.2 MHz, pour pouvoir le transmettre facilement par voie hertzienne sur une fréquence unique. C'est ça qui nous importe surtout dans le cas de la vidéo, c'est la fréquence unique. Sur cette fréquence unique de 103.2, vous recevez une gamme de fréquences qui va de 0 à 22 kg. Le signal haute fréquence, autrement dit celui-ci, est appelé porteuse. Le signal basse fréquence, celui-ci, est appelé signal modulateur. Vous avez deux façons de moduler. Une modulation d'amplitude de la porteuse, qui est celle que nous allons employer. La deuxième façon, c'est la modulation de la fréquence du signal haute fréquence. C'est celui qui est employé en radio. En radio, dans le cas de la bande FM, vous avez une modulation de fréquence FM, Frequency Modulation. Dans le cas de la vidéo, nous travaillerons en modulation d'amplitude. Voilà ce que ça donne en vrai. Vous avez ici au-dessus la porteuse, autrement dit le signal haute fréquence. Donc vous avez une fréquence fixe, toujours la même, une amplitude fixe. Donc la porteuse, en anglais carrier. Vous avez le signal modulant, qui est un signal de plus basse fréquence. Dans ce cas-ci, vous avez un signal périodique. Dans le cas d'une musique, vous aurez un signal de fréquence variable de 0 à 22 kg. Le but de la modulation AM, modulation d'amplitude, va être de sculpter, dessiner, je veux dire, l'amplitude de la porteuse, donc la hauteur de la porteuse, par rapport à l'amplitude du signal BF. Le résultat est donc celui-ci. L'amplitude de votre porteuse varie suivant le signal basse fréquence. Mais il a toujours la même fréquence, qui est la fréquence de la porteuse. Il n'y a que son amplitude qui varie. Et dans le cas où vous auriez non pas un signal périodique, mais un signal à fréquence variable, eh bien vous retrouveriez toute cette fréquence variable dessinée dans l'amplitude de ce signal, mais le tout sur une fréquence unique, qui est la fréquence de la porteuse. Donc je vous lis le texte, l'onde du haut c'est la porteuse, celle qui va être modulée, la seconde est le signal à transmettre, celui qui va moduler, la troisième est la porteuse modulée en amplitude par l'onde du haut. Donc ceci plus ceci donne ceci. Il y a une condition pour que ça fonctionne évidemment, c'est que la fréquence de la porteuse soit beaucoup plus élevée que la fréquence du signal modulant, le signal à transmettre. Petite illustration. Vous avez donc le signal modulant, une modulation de type AM, qui garde toujours sa fréquence fixe, mais son amplitude est variable. C'est donc ce type de modulation que nous allons employer. Et une modulation FM, qui est celle de la bande FM en radio, où l'amplitude reste fixe, mais la fréquence est variable autour d'un point. L'intérêt donc chez nous, en vidéo, c'est de pouvoir transmettre un signal
qui a la même bande de fréquence que Y, donc non mélangeable. Si vous mélangez plusieurs signaux qui ont la même bande de fréquence, en fait, vous ne retrouvez rien. Et le but, ça va être de fonctionner sur une fréquence unique, la fréquence de la porteuse. Donc reprenons. Vous avez R-Y, B-Y, chacun une bande passante de 1,5 MHz, c'est-à-dire qu'ils ont une fréquence qui varie de 0 à 1,5 MHz. Et vous devez les additionner à la luminance Y, qui a une fréquence de 0 à 5,5 MHz. Autrement dit, tout ce qui va de 0 à 1,5, si vous les mélangez, est perdu. Donc, ce qu'on va faire, c'est moduler en amplitude à partir d'une porteuse haute fréquence, R-Y, B-Y, pour les avoir sur une fréquence unique. Fréquence unique que l'on pourra alors rajouter à Y sans le perturber. Pour transmettre les deux signaux de chrominance, on utilise deux ondes secondaires, dites sous-porteuses. Oui, parce que la porteuse principale est celle qui va transmettre le signal de l'émetteur à chez vous. Donc on parle en chrominance de sous-porteuse. La fréquence sera de 4,43 MHz en PAL, autrement dit dans le système européen. On en parlera plus tard. Mais décalée, déphasée entre elles de 90 degrés, en quadrature de phase. Il faut qu'elles soient en quadrature de phase, étant donné que ces deux porteuses ont la même fréquence. Si vous les mélangez, vous perdez tout. Le fait de les déphaser de 90 degrés permet de récupérer l'intégralité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un signal en phase sont des signaux qui commencent et qui se terminent au même endroit, qui repassent par zéro au même endroit. Les signaux déphasés sont des signaux, dans le cas de 90 degrés, qui sont déphasés d'un quart de période. Ce qu'on peut voir sur un diagramme de Fresnel en vecteur tournant, donc si vous avez deux signaux décalés d'un quart de période, bien si vous reportez sur le diagramme de Fresnel en vecteur tournant, vous avez pour le rouge un vecteur qui va se trouver ici, pour le bleu qui est déphasé, vous allez le retrouver ici. Vous avez donc bien entre les deux 90 degrés, ce qui correspond ici à un quart de période en temporel. Donc pour rappel, le vecteur de Fresnel tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous auriez donc, si vous vous trouviez ici, un déphasage de 180 degrés, une opposition de phase. Si vous faites ici, vous avez 360 degrés, vous revenez au point de départ. Le résultat obtenu pourra être visionné sur un appareil qu'on appelle un vectorscope, qui est ceci. Sur un vectorscope, en fait, qu'est-ce que vous avez? Vous avez R-Y et B-Y déphasés de 90 degrés. Ce qui veut dire qu'en vertical, vous avez R-Y sont 0, ses valeurs négatives, ses valeurs positives. En horizontal, vous avez B-Y, sont 0, ses valeurs positives, ses valeurs négatives. Donc, pour chaque couleur que vous allez obtenir, vous allez avoir une valeur de R-Y et une valeur de B-Y. Donc, imaginons que la valeur de R-Y soit ici et que la valeur de B-Y soit là. Croisement des deux, vous obtenez un point qui va se trouver ici. Savoir que l'angle que fait ce point avec la barre horizontale vous donne une teinte. Ce qui fait que donc les 360 degrés de ce vectorscope vous donneront des teintes différentes. Et la longueur du vecteur que fait ce point avec le centre vous donne sa saturation. Donc le vectorscope ne permet de visionner que la colorimétrie. Vous ne voyez absolument pas la luminance là-dessus. Donc chaque point du cercle, chaque degré vous donne une teinte et la longueur du vecteur jusqu'au centre vous donne la saturation de cette couleur. Si on regarde la mire de barre qui est juste à côté en fait et qui correspond à ceci, vous avez donc le jaune qui se trouve ici, yellow, cyan qui se trouve ici, le vert se trouve là, et ainsi de suite pour le reste.
Ce qui concerne le blanc et le noir, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit précédemment, pour le blanc, le noir et tous les gris, R-Y, B-Y, R-Y valent 1, ou en tout cas sont égaux entre eux. Ils ne valent pas 1, ils valent 1 dans le cas du blanc. Donc ils sont égaux entre eux. Donc R-Y, B-Y s'annulent. Autrement dit, R-Y vaut 0, B-Y vaut 0. Donc le blanc se trouve au centre. Même chose pour le noir. R et B sont égaux entre eux. Donc, le noir se trouve ici, ainsi que tous les niveaux de gris. Donc vous ne voyez ici que de la colorimétrie. Noir, blanc, gris se trouvent au centre, et donc vous ne pouvez rien voir du tout. Maintenant, ce schéma, c'est un schéma de vecteur scope type analogique, et donc les liens que vous voyez entre les couleurs ne sont que des traînages dus au faisceau. La seule chose qui nous intéresse sont les points. Ceci dit, on peut remarquer qu'elles sont dans l'ordre. On affiche d'abord le blanc, le jaune, le cyan, le vert, et ainsi de suite. Blanc, jaune, cyan, vert, magenta, rouge, bleu, noir. On suit. Si maintenant on veut faire ça par l'exemple, si on prend le jaune et que l'on veut le calculer, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans les mires noir et blanc, la luminance du jaune est à 89%. V et U, donc V c'est R-Y, U c'est B-Y, donc R-Y, fois 0,9, qui était le coefficient de pondération. Le rouge dans le jaune, si vous vous souvenez, ça vaut 1. Rouge plus vert donne le jaune, donc le rouge est à 1, le vert est à 1, le bleu est à 0. Donc 1 moins 0,89 qui vient d'ici, fois 0,9, ce qui nous fait 0,1 pour R-Y. On se trouve donc ici. Même chose pour B-Y. Coefficient de pondération est à 0,5 et le B vaut 0. Il n'y a pas de bleu dans le jaune. Donc 0 moins 0,89 fois 0,5 qui nous fait moins 0,44. Vous trouvez quelque part ici. 0,1 moins 0,44, vous trouvez bien le point jaune. Qui est donc là. Donc si on résume, qu'avons-nous jusqu'à présent? R-Y, B-Y déphasés de 90 degrés, ce qui permet de les visualiser déjà sur un vecteur scope, ce qui est déjà pas mal. Deuxième chose, R-Y, B-Y déphasés modulent une porteuse, ce qui fait que on les retrouve sur des fréquences uniques, ce qui permet de les mélanger au signal Y. Ça c'est très bien aussi. Maintenant, pour gagner de la bande passante en plus, donc pour diminuer encore les informations, on va travailler à porteuse supprimée. Ce que vous avez ici à côté, c'est une modulation d'amplitude classique avec porteuse. On a pris le signal R-Y, différence rouge. R-Y est donc ce que vous avez ici, avec le blanc et le noir qui se trouvent à 0, des parties positives pour le jaune, parties négatives pour le cyan, même chose pour les autres. Donc vous avez un signal bien centré sur 0. On voit d'après la forme de l'onde modulée, qui est donc celle-ci, donc le gris qui est ici en fait sont des oscillations extrêmement rapides et très rapprochées, donc c'est la fréquence de la porteuse. Forme que lorsque le signal modulant est nul, donc blanc ou noir, on a juste l'amplitude de la porteuse originale non modifiée. Lorsque l'on passe à une valeur positive, comme pour le jaune, on augmente l'amplitude. Quand l'on passe à une valeur négative comme le cyan, on diminue l'amplitude de la porteuse. L'amplitude de la porteuse originale, donc on la voit sur le blanc et sur le noir. Pour gagner de la bande passante, on ne va pas transmettre la porteuse, mais uniquement la différence par rapport à la porteuse originale. Et donc dans le cas du noir ou blanc, on ne transmet rien. Donc si je zoome un peu là-dessus, vous avez donc votre signal modulant, centré sur 0 qui est blanc et noir. Lorsque vous avez la porteuse modulée,
Blanc-noir, vous avez donc la porteuse originale, on augmente pour le jaune, on diminue pour le cyan et ainsi de suite. Plutôt que de transmettre tout ça, on va transmettre uniquement les différences par rapport à l'original. Donc, si je reprends ces valeurs, blanc, jaune, cyan, vert, je les mets juste en vecteur. Blanc, jaune qui est un peu plus grand, cyan qui est plus petit, vert, magenta et ainsi de suite. Ces signaux peuvent être décomposés en la porteuse originale, qui est la même pour toutes les couleurs, plus la différence par rapport à l'original. Dans le cas du blanc, il n'y a pas de différence. Dans le cas du jaune, j'obtiens un petit vecteur orienté vers le haut. Dans le cas du cyan, j'obtiens un vecteur plus grand orienté vers le bas. Même chose pour le vert. Pour le magenta, c'est un peu plus. Donc, plutôt que de transmettre ceci, qui prendrait quand même pas mal de place, je vais transmettre uniquement ceci, la partie du bas, qui prend nettement moins de place. C'est ce qu'on appelle travailler à porteuse supprimée. Ça pose un problème évidemment. Vous envoyez uniquement la différence par rapport à une porteuse que votre téléviseur ne connaît pas. Donc il reçoit une différence par rapport à quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc il faut lui envoyer un signal de référence. Donc à la réception, pour démoduler une onde modulée en amplitude avec porteuse supprimée, il est nécessaire de régénérer cette porteuse que l'on n'a pas envoyée. Il faut lui envoyer la phase convenable, et c'est dans ce but que des salves de référence, qu'on appelle le burst, sont transmises avec une phase de 180 degrés sur les paliers arrière. Pour faire simple, si je reprends mon signal complet, vous avez donc la synchroligne, vous vous souvenez, le contenu image. Eh bien, sur le palier arrière, autrement dit, juste après la synchroligne et avant le contenu image, on envoie un petit morceau, 9 cycles en fait, de la porteuse originale. Ce qui fait que constamment, l'oscillateur interne de votre téléviseur peut se resynchroniser là-dessus. Donc ceci est un morceau de la porteuse. En fait, ça prend moins de place d'envoyer à chaque ligne un petit bout de porteuse que d'envoyer constamment la porteuse. Ce que vous obtenez ici est ce qu'on appelle un signal de type composite. Vous avez donc pour une mire de barre que vous avez ici au-dessus, du blanc, gris, et ainsi de suite. Ici, vous avez donc le signal en pointillé qui est bien carré ici au milieu, c'est le signal de luminance. Et sur ce signal de luminance, on vient ajouter R-Y et B-Y qui ont modulé une porteuse à 4,43 MHz. C'est ce que vous avez ici. Ces oscillations qui sont là représentent R-Y et B-Y que l'on vient rajouter sur les différents paliers de la luminance. Remarquerez que pour le blanc, il n'y a pas de 4,43 MHz. Le blanc n'est pas une couleur, et pour le noir non plus. Et si c'était un gris, il n'y en aurait pas non plus. Ici, vous avez juste en fait un signal composite avec du 4,43 MHz sur les parties colorées. Donc en fait le contrat est rempli puisque vous obtenez un seul signal. Donc on est passé de RVB à composant Y, R-Y, B-Y. On a modulé R-Y, B-Y et déphasé. On les rajoute à Y. On obtient un seul signal qui est ce qu'on appelle le signal composite. Donc, si on veut revoir le même schéma, un éclateur optique, RVB électrique, un matrissage Y, R-Y, B-Y, du composant donc, modulation en quadrature, donc modulation en quadrature veut dire modulation de R-Y, B-Y déphasé de 90 degrés. Vous obtenez donc une colorimétrie que l'on rajoute à la luminance et vous obtenez un signal de type composite. Donc la luminance que vous avez ici, le signal noir et blanc,
plus la chrominance R-Y, B-Y égale le signal de type composite. Si on regarde du point de vue fréquentiel, donc je vous disais que R-Y, B-Y modulent chacun une sous-porteuse à 4,43 MHz, et donc on rajoute ça à un signal de luminance qui lui varie de 0 à 5,5 MHz. Donc vous vous trouvez bien dans le même spectre, mais sur une fréquence unique. Donc en pratique, on va supprimer la fréquence de 4,43 MHz de la luminance et la remplacer par le 4,43 qui représente la chrominance. Ça engendre quelques petits problèmes. D'accord. J'aurais pu faire un zoom, on est d'accord. On va donc zoomer manuellement. Donc ça engendre quelques problèmes que l'on peut voir ici. Ce que vous avez ici est une veste qui normalement est grise, lignée finement, mais uniquement avec des niveaux de gris et de blanc. Or, vous voyez que vous avez des taches colorées qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle du moirage. C'est-à-dire que, malheureusement, suivant la focale que vous prenez, un signal noir et blanc peut très bien être à 4,43 mégas. Or, votre téléviseur va décoder tout ce qui est 4,43 mégas comme étant de la couleur. Donc ici, il va essayer de faire de la couleur avec quelque chose qui n'en est pas. Même chose ici, une chemise lignée, suivant la longueur de focale, malheureusement, on est tombé à 4,43 mégas. Ce qui va donc faire que votre téléviseur va décoder ça comme étant de la couleur, alors que ça n'en est pas. Signal composite, donc dans un signal composite, on décode la chroma, donc la chrominance, en comparant le 443 contenu dans la vidéo avec l'oscillateur interne qui est resynchronisé à chaque ligne par le burst. Donc le burst, c'est la salve, c'est donc 9 cycles de la porteuse originale. La différence de phase donne l'atteinte, l'amplitude donne la saturation. Donc c'est ce qu'on a ici, synchro ligne, le burst, le signal composite. On va constamment comparer la phase et l'amplitude du burst avec la phase et l'amplitude des oscillations contenues dans le signal vidéo. À chaque fois, ça permet de décoder une teinte et une saturation. Dans un téléviseur, ça marche exactement en sens contraire. Vous recevez le signal dans un tuner. Séparateur audio-vidéo, l'audio va dans un ampli. Séparateur vidéo synchro. Les synchros sont séparés en synchro horizontal, synchro vertical et vont aux bobines de déflexion. La vidéo passe dans un décodeur RGB. Vous récupérez votre colorimétrie. Différents tubes de connecteurs de la vidéo analogique. Le DB25, on le retrouve sur pas mal d'ordinateurs. Liaison PC, donc ce sont 5 signaux séparés. Toutes les composantes RVB, synchroligne, synchrotram séparées. Donc là, c'est un conducteur parallèle, un câble parallèle plutôt. Tous les signaux sont séparés. Le Péritel, ici vous avez signaux vidéo composite et 2 signaux séparés SVHS ou 3 composantes RVB. Donc lui peut en général transporter n'importe quoi. Le SVHS, 2 signaux séparés, la luminance et la chrominance. Attention, la luminance est pure, la chrominance, c'est la chrominance modulée et déphasée de 90 degrés. 3 RCA, en général, c'est du composant. Luminance Y, couleur R-Y et B-Y. Donc à ne pas confondre avec celui-ci, où vous avez luminance et chroma modulée. Ici, vous avez les 3 signaux non modulés. Enfin, un seul RCA jaune, c'est en général du composite. Donc la luminance
plus la chrominance modulée dans un seul câble. C'est très pratique, mais soyons honnêtes, c'est le plus mauvais signal qu'on a jamais fait. Ce sera tout. Au revoir.